Certains gauches caviar à l'époque étaient davantage titistes que nous-mêmes, que les titistes eux-mêmes dans la Yougoslavie communiste. Donc ceux que je blâme pour toute cette horreur qui s'est passée, qui a eu lieu en ex-Yougoslavie communiste, et même après, durant son éclatement, c'est la gauche caviar française, c'est les philotitistes californiens. Imaginez-vous, je rentre dans la classe aux États-Unis, j'ai fait mes études en graduate student, comme étudiant en sciences politiques en Californie, à l'université de Californie. Je rencontre, franchement, c'est pas une blague, davantage de professeurs marxistes et titistes qu'en Yougoslavie communiste. Alors je me demande la question, est-ce que c'est une sorte de snobisme? Est-ce que c'est de la hypocrisie? Parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là ont donné, ou avaient donné, beaucoup de légitimité à le système de répression, soit en Union soviétique, soit en Yougoslavie communiste. C'est vrai. Donc revenons à ton voyage en Inde tout de même. Comment sors-tu de la Yougoslavie titiste? Faussement libéral, Yougo à l'époque, etc. Ça c'était bien sûr ça. Mais juste une petite parenthèse. Hein. Le Tito. Demandez-vous la question un peu académique. Pourquoi Tito avait l'intérêt d'ouvrir les frontières yougoslaves? Pour se débarrasser des dissidents potentiels, surtout les Croates. Après le traumatisme, après le trauma de 45, vous savez que toute notre jeunesse, notre fond génétique était épuisé 45. Toute notre classe moyenne à Zagreb fut complètement liquidée. 200 000 hommes. Les épurations ici étaient sauvages. Mais chez nous, c'était vraiment la catastrophe biologique totale. Hein, au point que la plupart des gens qui sont venus s'installer ici dans les années 50, 60 et 70, c'était les ouvriers, les pauvres paysans qui sont sans être repères. D'ailleurs, comme tu le dis très bien dans ton livre La Croatie par défaut, les Alliés ont couvert par leur silence criminel ces crimes, ce qui sont des véritables crimes de guerre opérés par les titistes de 45-46, alors que bon, effectivement, on mettait plus l'accent sur les crimes de guerre du vaincu du moment, donc l'Allemagne, ils ont été complices de ce silence-là. En fait de compte, tu montres bien aussi dans ton livre, mais on y reviendra sûrement tout à l'heure, que en fait de compte, par rapport aux épurations ethniques qui vont suivre plus tard dans les années 90 avec les conflagrations dans l'espace balkanique, bon, ces crimes de guerre qui ont été en fait de compte fondateurs de ce qui va suivre plus tard et de ces généraux croates et serbes que l'on traduira devant la Cour pénale internationale de l'AE. Tout à fait. Georges ? Il faut se rappeler qu'en 1944-1945, les partisans titistes font des raids terroristes dans la partie tridentine de l'Italie, où il y a une minorité slovène, et aussi en Carinthie autrichienne, où là encore il y a des Slovènes. Et encore aujourd'hui, de vieilles personnes italiennes et autrichiennes se souviennent qu'elles ont été attaquées par les partisans de Tito. Très bien. Georges, vous avez tout à fait raison, c'est beaucoup plus grave que ça. On a oublié, il faut passer en revue finalement les Allemands de souche, les Allemands Volksdeutschen, les Allemands de Danube. Un demi-million, plus précis, 540 000 Allemands de souche furent expulsés. Enfin, quand je dis expulsés, c'est l'euphémisme. À peu près 60 000 étaient dans les camps de concentration titistes à partir de 45 jusqu'à 50. Ça, c'est mon domaine de recherche. J'ai publié pas mal d'articles sur les Allemands de Sudète et les Allemands de souche. Oui, juste pour vous dire, pour récapituler, le système titiste était le système morbide, et j'ai honte de vous le dire, quoique la Croatie soit un pays beau, très attractif, il y a beaucoup de touristes qui viennent, mais c'est un pays des champs de la mort. Et franchement, je suis désolé quand je regarde même les Français, les jeunes touristes à côté de l'île de Krk, parce qu'à côté de l'île de Krk, il y a Goli Otok, l'île nue, comme on dit chez nous, où il y avait beaucoup de prisonniers politiques, où il y avait beaucoup d'Allemands. Soldats qui étaient après 45, qui étaient capturés, qui étaient massacrés, et même des grands hôtels qu'on a bâtis là-bas, sont littéralement, enfin au pied de la lettre, sont faits sur les charniers. Ouais. Et ça, si vous lisez un peu allemand, si vous lisez les journaux croates, je serais ravi. D'ailleurs, c'est les journaux très politiquement corrects, c'est pas de droite. Vous lisez presque chaque jour la nouvelle toponymie de la mort en Croatie surtout. Et puis ça fait les charniers, les fosses communes, où on trouve les
os des Croates, des Serbes même. Et là, bien sûr, en tant que nationaliste croate, il faut également passer en revue, ça vous dit, il n'y avait pas grand-chose, pour vous, ça c'était un peu exotique, Ada Tsiganlia. Ada Tsiganlia, c'est une embouchure de Danube, à côté de Belgrade, où on a tué là, la classe bourgeoise, si vous voulez, 44, lorsque Titiste avait pris Belgrade, ils ont massacré la classe moyenne serbe. Donc les Serbes ont terriblement souffert par les communistes. Mais voilà la question qui se pose. Comment ça se fait qu'on ne parle jamais de cela? On parle maintenant de la guerre récente, etc. Mais je vous assure, et je dis ça tout le temps à mes amis, mais par rapport à ce qui s'est passé en 45, c'était vraiment rien ici. Et même quand on parle du tribunal de la Haye, etc., c'est le grotesque. Voilà ce que je veux dire. On n'a jamais passé un revue, on n'a jamais jugé, on n'a jamais condamné les crimes titistes. Pourquoi? La réponse est simple. Parce qu'ils étaient couverts, Tito, par les Anglais, par tous ceux, oui, les Alliés. Hein. Et même par toute cette classe intellectuelle transnationale qui se piquait de marxisme dissident, etc. On va quand même revenir à l'Inde, parce que on n'a toujours pas la clé de sortie. Bien, écoutez, vous savez qu'à cette époque-là, j'étais pris de Santana, de Beatles, de Kings, et puis bon, je lisais, croyez-moi, je lisais Hermann Hesse. Hermann Hesse, j'aime bien, et puis j'aimais bien, je le lisais en original. J'ai pas voulu faire mes études, j'avais marre, et puis vous allez pas me croire, moi j'avais déjà découvert à l'âge de 17 ans Nietzsche. Mon père n'aimait pas que je lise Nietzsche à cause de son paganisme, etc. Mais je lisais tout le temps, c'était presque comme une drogue pour moi, vraiment. Et puis ça m'a sauvé la vie. Et j'ai jamais voulu faire des études. Et puis bon, en Inde, je pouvais pas entrer à Katmandou parce qu'il fallait avoir le visa. Au lieu de cela, je suis allé à Cachemire, à Srinagar. Je ne vais pas maintenant rentrer dans les détails, j'avais la dysenterie, j'avais j'avais quelques maladies là-bas, etc. J'ai perdu presque 20 kilos là-bas. Je ne sais pas comment je suis rentré. Je vais vous dire ouvertement, on a fait un peu de shit, comment ça, on a fumé des ganja, de bang, etc. Et puis bon, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était Ernst Jünger. Ernst Jünger, il a confirmé mes doutes plus tard. Et même Julius Sèvres, c'était grand. Il a fait du shit, comment dire, enfin. Et puis, voilà, Drey à La Rochelle, mais ça, il était un peu Drey La Rochelle, il prenait des choses qui étaient plus dures que ça. Hein. On connaît Drey La Rochelle. Donc, quoi qu'il en soit, c'était une bonne expérience pour moi, un bon vécu. Vous savez pourquoi? L'État yougoslave était très content de te voir sortir. Oui, tout à fait. En espérant plus de voir revenir. Voilà. Bon, pourquoi pour moi c'était une bonne expérience, l'expérience indienne? Parce que j'ai grandi. Au lieu d'attendre encore 20 ans pour ma formation spirituelle, j'ai appris à l'âge de 20 ans, j'étais plus ou moins un homme mûr. J'ai quand même développé un sens du tragique, sans forcément lire Sophocle, vous voyez ce que je veux dire? Et plus tard, ce qui s'est passé, ça m'a franchement, des fois, je ne vais pas sonner, je ne vais pas vous donner une idée que je déconne ici devant vous, mais je dois vous dire quand même, c'est tout à fait par hasard que j'ai découvert Céline. Et merde, je me suis dit, mais ça c'est moi, parce qu'il a le style, vous savez, le style, ses syntaxes, ses émotions, mais c'est moi, comment ça c'est faisable? Mais j'ai trouvé quelqu'un, pas seulement les idées, Céline, mais j'ai trouvé quelqu'un qui vraiment correspondait à mon mental, à mon psychisme en quelque sorte. Donc il n'y avait pas chez moi quelqu'un qui est venu, mais Tomislav, tu dois lire ça et ça, vous devez lire Brazilien. Mais c'est les sentiments qui m'ont poussé. Donc je pense que c'est quelque chose de normal. Dans mes gènes, c'est implanté dans mes gènes. Bon, bien sûr, mon père l'avait exprimé ça à travers son catholicisme, etc. Moi, je l'exprime également à travers mon catholicisme, mais j'ai une autre idée mais je ne vais pas me lancer maintenant dans les débats spirituels, mais vous comprenez. Très bien. Bref, en rentrant, c'est grâce à ma femme, elle avait 17 ans, et je dois vous dire, je suis très heureux parce qu'on est ensemble depuis 36 ans, ma femme et moi. Elle m'a accompagné partout, lorsqu'on avait l'asile politique aux États-Unis, elle m'a accompagné tout le temps. Elle a également le sens du tragique, et j'en profite également pour vous signaler son bouquin, en bilingue, français et anglais, qui s'appelle L'ancienne vie morte. Si vous voulez regarder vos lecteurs ou vos auditeurs, L'ancienne vie de mort de Ksenia Sunik, c'est en anglais, elle parle très bien anglais, c'est une très bonne traduction, une très bonne préface.
l'ancienne vie est morte, et ceux parmi vous qui lisent les contes de l'île, lisez ma femme, parce qu'elle est très bien. Elle aime bien les contes de l'île. On mettra les coordonnées de l'ouvrage de ton épouse sur les... Ça va lui faire un grand... Elle est très modeste. Sur les chroniques, avec plaisir, pourquoi pas. Ça va lui faire plaisir quand même qu'il y a des gens qui lisent. Il faut pousser un petit peu les bons auteurs. Donc, plus tard, je suis rentré... Tu reviens au Bercail au bout de combien de temps finalement? Oh, j'ai resté encore en Yougoslavie communiste oui, je devais faire mon service militaire en Yougoslavie communiste, 1973 et 14, en Serbie, parce que vous savez, à l'époque, tous les Croates devaient faire leur service militaire en Serbie et vice-versa. Vous savez pourquoi, hein? Communion soviétique. Hein. Ah oui, communion. En cas de guerre civile, les Croates ne peuvent pas se déplacer. Voilà, c'était très sophistiqué, hein. Bon, et après cela, je me suis inscrit, j'ai fait mes lettres à l'université de faculté de lettres à Zagreb. J'ai fait mes lettres de lettres comparées, des langues étrangères, et je le fais vraiment, comme on dit, en 3 ans et demi. J'étais le meilleur étudiant. Pas par force, mais j'ai juste voulu me débarrasser parce que j'ai détesté les institutions. Plus tard, je vais rentrer, ça, il faut que je vous dise, peu à peu, j'ai appris ce que mon père faisait, parce qu'il n'a pas voulu me mettre il n'a pas voulu me confier dans l'inconfidence, parce qu'il avait quand même des contacts. Bref, 1983, je pars aux États-Unis, on me donne l'asile politique tout de suite, et voilà, la même année, je ne sais pas, franchement, ça me dépasse toujours, il y avait pas mal des articles dans les journaux titistes, même pendant son arrestation, mais le jour même, ou pratiquement le mois même, quand on me donne l'asile politique, mon père fut arrêté à Zagreb. On a trouvé chez lui les bouquins des différentes organisations immigrées, même on a trouvé le bouquin de Gilas, vous savez, etc. À l'époque, c'était la poigne, hein. Et ma sœur également, elle est partie en prison. 10 mois. Elle a fait 10 mois et mon père l'a fait 4 ans. Pourquoi je vous dis cela? Parce que le gars, c'est la peine de prononcer son nom, le juge d'instruction. Si, c'est toujours oui, bon. Nobilo, Ante Nobilo. Voilà. Il sera nommé pour le... Pourquoi? Il faut le dire. Il sera nommé pour la le gars qui travaillait pour la police secrète yougoslave. C'est le juge d'instruction, très jeune d'ailleurs. Parce que moi, bien sûr, j'ai fait mes démarches aux États-Unis pour mon père. Je suis allé faire du lobbying au Congrès, etc. J'ai cru en 4 coins du monde. J'étais publié même dans le Monde diplomatique, dans le New York Times, où je parlais des droits de l'homme en Yougoslavie communiste. C'était dans les années 80. Très politiquement correct. Rien de grave. Et puis le même gars, Nobilo, aujourd'hui, c'est un grand personnage. Il est très libéral. On le voit chaque jour à la télé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Laissons à part maintenant le nom, nomina sunt odiosa. Mais tout le système est plein de gens recyclés maintenant, qui à l'époque faisaient le pèlerinage à Belgrade ou à Havane, je sais pas ailleurs. Maintenant, vous savez où ils font le pèlerinage? À New York et Tel Aviv et à Bruxelles. Au contraire de la dénazification dans le monde germanique et d'une certaine défascisation de l'Italie en tranches un peu moins abruptes, il y a véritablement un mouvement des élites qui sont passés d'un système à l'autre avec une facilité d'adaptation d'ailleurs d'autant plus grande, on le verra tout à l'heure, que les systèmes se ressemblent. Il faut juste que je finisse parce que ça c'est vraiment sur mon cœur. Ce qui me gêne énormément, surtout maintenant, je me pose la question, même à mes collègues, les anciens vétérans croates, mais qu'est-ce que vous avez fait, également serbes, au lieu d'aller se battre entre nous, deux peuples tellement similaires, tellement fraternels si vous voulez, vous avez vraiment une chance dorée pour se débarrasser de l'héritage communiste. Je ne veux pas maintenant être très explicite, mais écoutez, c'est la guerre. Ceux qui sont responsables pour cette guerre, vous n'avez qu'à regarder le pédigré des gens, hein. En Serbie communiste et en Yougoslavie, en Croatie communiste, c'était les communistes, hein. Donc il faut commencer par eux. Mais là, ce sont les gens maintenant qui sont bien ancrés, qui ont des prébendes et qui sont des grands occidentaux. Et comme nous le verrons tout à l'heure, en fait, la Croatie, c'est un cas emblématique, c'est un cas modèle, en fait, de compte d'interprétation de tout ce qui s'est passé dans les pays post-soviétiques. Et en fait, de compte, cette décommunisation, cette lustration, selon le terme consacré, parce que ça n'a pas été fait. Ou alors ça a été fait bien imparfaitement, particulièrement dans notre pays. Symboliquement parfois, avec un ou deux cas mis en avant, avec quelques têtes d'affiche, de lampiste, de bouc émissaire, mais en profondeur ça n'a pas été même pas ça. Enfin, je pense que vous exagérez. On parlait. Écoutez, je sais de première main comment dire. Enfin, je vois les gens. C'est pas seulement, vous savez.
on en a parlé hier ou aujourd'hui sur Radio Courtoisie, c'est pas seulement l'idéologie, le communisme, c'est également une certaine pathologie, ouais, ce que je veux dire, c'est une anthropologie, et c'est également une linguistique, un langage, un métalangage. Donc on peut regarder le communisme sous différentes optiques. Et les gens qui sont au pouvoir, vous n'avez qu'à regarder leur pédigré, c'est tous les anciens communistes, soit la progéniture des anciens apparatchiks communistes, hein. Très bien. C'est le type mental qui se reproduit. Pour poursuivre le fil de notre progression, tu es aux États-Unis, tu suis un cursus en sciences politiques, donc choc des cultures, parce que tu passes quand même, après l'expérience, on va dire intérieure indienne, tu te retrouves quand même projeté en Californie, et là c'est de quelle façon abordes-tu ce nouveau monde, dans tous les sens du terme. Comme je viens de dire, moi j'étais toujours un homme, j'aime bien les défis, j'aime bien toujours la nouveauté, comme on dit chez nous. Et je pense que cet esprit prometteur, c'est ça ce qui me tient à la vie au sens réel. Et bon, j'ai fait mon doctorat très vite, j'ai fait mon doctorat